bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc, on est maintenant rendu à l'émission 8 de notre saison. On se trouve à Donnacona, dans l'arrondissement Les Écureuils, juste en haut de la côte avant d'arriver justement au relais de la Pointe aux Écureuils. Et voici notre émission numéro 8. Lac-Sergent est situé à environ 10 km de la ville de Saint-Raymond et elle est issue de la construction entre 1854 et 1871 de la voie ferrée reliant Québec au lac Saint-Jean, abandonnée en 1989 et démantelée en 1995. Ces premiers estivants, qui proviennent généralement de la capitale, arrivent dès 1896 et s'établissent en bordure du Lac-Sergent, surtout dans la partie sud-ouest où l'on retrouve les deux stations de chemin de fer. D'une superficie de 3,52 km² et de 423 résidents permanents, la population de la municipalité augmente à 1115 en période estivale. La fondation de la mission Notre-Dame du Lac-Sergent et la construction d'une première chapelle en 1908 marquent le début des premiers établissements qui conduisent à la construction de la ville de Lac-Sergent en 1921 à partir des territoires détachés de Saint-Raymond et de Sainte-Catherine de Fossambeau. La chapelle, construite d'abord pour l'usage des vacanciers de l'endroit, fut agrandie en 1913 puis en 1927 et est encore utilisée occasionnellement. La ville de Lac-Sergent est depuis toujours reconnue pour sa nature, son environnement paisible et ses possibilités pour les sports nautiques. Inauguré en 1921, l'orphelinat Saint-Jean-Baptiste du Lac-Sergent a longtemps accueilli des religieux et des orphelins. Dès 1906, le club nautique qui deviendra par la suite l'Association nautique de Lac-Sergent voit le jour. Par son rôle lié au développement des activités nautiques au Lac-Sergent, cette association a contribué à former des élites en sport nautique. La dénomination Lac-Sergent a aussi été utilisée en 1908 sous le vocable de la mission Notre-Dame du Lac-Sergent pour identifier la paroisse et la première chapelle. En 1909, on utilise aussi ce nom pour le bureau de poste d'été. J'enchaînerais, moi, pour te dire que, en disant qu'effectivement, le mouvement, c'est créateur. Ça nous permet d'aller vers notre chemin, vers notre destin, peu importe si on croit au destin ou pas. Et avec le chien à ses côtés, ça apporte pas seulement qu'à la personne qui a le chien, mais ça apporte également à la famille, aux amis. Les amis qui, souvent, avant la venue du chien, il n'y en avait pas d'amis, c'était la solitude. Tandis qu'avec le chien qui arrive dans l'environnement de la personne et de la famille et tout ça, ça change complètement. Ça fait un mouvement d'intégration. C'est vraiment... la personne, elle s'installe dans la société. Puis ça, c'est tous nous autres qui permet de cette installation. Voici Nicolas Saint-Pierre, le directeur général de Mira. C'est lui qui a pour mission de voir à la destinée de Mira. Et voici Sylvie et Hervé avec leur chien Mira. Tout le monde sait que les chiens Mira ne coûtent absolument rien pour leurs bénéficiaires. Mais ce que peu de gens savent, c'est que pour former un chien Mira et son maître, ça coûte pas moins de 30 000 $.
30 000 $. C'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, c'est si peu pour transformer la vie de quelqu'un et lui permettre de retrouver son autonomie et sa dignité. Aujourd'hui, Mira a besoin de votre aide pour mieux répondre à la demande croissante de chiens d'assistance. Mira élève, forme et donne 200 chiens par année, alors qu'il faudrait qu'ils en donnent au minimum 230 pour arriver à combler les besoins les plus pressants. Mais pour y arriver, ça prend plus de formateurs, plus d'infrastructures et plus de sous, évidemment. Et comme Mira ne reçoit aucune subvention des gouvernements, eh bien, on compte sur vous pour donner. Pour donner des yeux aux non-voyants. Pour donner un coup de main aux gens à mobilité réduite. Pour donner une fenêtre sur le monde aux enfants autistes. Et pour faire en sorte que Nicolas Saint-Pierre ne perde jamais son sourire. Un élément patrimonial assez intéressant qu'on retrouve ici à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et que vous avez sûrement remarqué une fois de temps à autre quand vous passez sur le pont, c'est ici le pilier qu'il y a là. Alors, il y a une croix dessus. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le pont avant de Sainte-Catherine passait par là. Alors, c'est un des piliers justement du pont qu'au lieu de le démolir, on l'a laissé en plein milieu de la rivière. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Il est là depuis 1900, dans le fond, depuis plusieurs années, mais le pont a été démoli en 1964. Pour ce qui est de la croix qui est là, la croix a été érigée en 68 grâce à la générosité d'un citoyen. Dans le fond, on appelle ça la croix de l'ancien pilier du pont Gouin. Cette croix en acier inoxydable fut installée sur le pilier de l'ancien pont qui traversait auparavant la ville. Ce pont a été démoli, comme je vous disais tantôt, en 64 pour laisser place au pont que l'on connaît aujourd'hui. La croix du pont Gouin évoque le souvenir des fêtes de l'Assomption, célébrées à une certaine période dans la paroisse. Ce qu'on faisait pour l'Assomption, excusez-moi, c'est qu'on se promenait sur la rivière en canot illuminé et puis on faisait une espèce de procession pour souligner la fête de l'Assomption. Alors, ça souligne les deux éléments, et la croix et le pont, le pilier. Alors voilà, c'est beaucoup d'histoire dans un petit élément que vous pouvez voir en plein milieu de la rivière Jacques-Cartier à Sainte-Catherine.
pour notre trésor culturel de la semaine, vous le voyez en arrière de moi, on va vous présenter bien sûr ce trésor culturel et patrimonial qui se situe à Port-Rouge, le Moulin Marcoux. Le 4 août 1870, un contrat de construction d'un moulin à farine est attribué à Alphonse Marcotte, maître maçon de Cap-Santé, par Hippolyte Dubord, constructeur de navires à Neuville. Ce moulin sera situé aux abords de la rivière Jacques-Cartier, près du Pont-Rouge à Sainte-Jeanne-de-Neuville, aujourd'hui nommée municipalité de Pont-Rouge. Le contrat indique que le bâtiment doit avoir les dimensions suivantes: 50 pieds de longueur par 33 pieds de largeur. Il est aussi noté que les murs doivent avoir une épaisseur de 3 pieds au niveau de la fondation et de 2 pieds au premier et deuxième plancher. Au début du 20e siècle, le moulin cesse ses fonctions de meunerie. Il connaîtra alors 2 propriétaires successifs qui en changeront la vocation, soit la Bird & Son et la Domtar. Cette dernière le laissera à l'abandon complet au milieu du 20e siècle. C'est en 1972 que les premières démarches pour le sauvetage du vieux moulin sont entreprises par 5 citoyens qui deviendront les membres fondateurs de la Corporation du Vieux Moulin Marcoux. Plusieurs grands noms, bien sûr, de la chanson et du monde artistique se sont produits dans la salle de spectacle depuis les années 80. On n'a qu'à penser à Richard Séguin, Michel Rivard, Paul Piché, Félix Leclerc, Plume Latraverse, Louise Forestier, Louis-José Houd et j'en passe. Le moulin est aussi devenu tout récemment le lieu de la culture de la ville de Pont-Rouge. Mon nom est Marie-Blanche Germain. J'habite à Saint-Casimir depuis plusieurs années. Puis j'ai 92 ans. Mais c'est attendu que c'est pas moi la première, là. C'était Mme Adélard Quentin, qui, avec l'agronome Antoine Roy. Et on dit, ailleurs, on a entendu parler qu'il y avait un cercle de fermières. Mme Quentin a dit que ce serait bien intéressant de l'avoir à Saint-Casimir. C'est le même que ça l'a parti. Fait que les femmes, ben, ils ont embarqué dans le cercle, puis ça a grossi. Quand ça a commencé, on devait être à peu près une quinzaine. Mais on a décidé de rentrer dans des cercles parce qu'on voulait apprendre. Hein? Moi, j'aurais aimé ça, aller à l'école ménager. Mais quand je n'étais pas toute seule chez nous, hein, ça fait que ça coûtait encore, il fallait payer tout le temps hein, dans ce temps-là. Fait que j'ai rentré dans le cercle de fermière pour apprendre, puis aider les autres, puis partager ce que je savais. On rentrait dans ça pour apprendre, puis
En même temps, on faisait des amis aussi. Puis en campagne, on se connaît quasiment tous, hein? Ça fait que c'était bien intéressant. Nous autres, le local, dans ce temps-là, c'était comme la salle paroissiale qui appelait là, hein? C'était au troisième étage chez M. Locutière. Après ça, ben là, quand les centres sont bâtis, ben là, ça s'est en allé dans des centres. Oui, on avait le droit de l'avoir, le métier. Mais ils démontaient, puis on le remontait à la maison, puis on travaillait à la maison. Puis quand on avait fini, on allait le reporter au cirque, puis là, ils le prêtaient à d'autres. Mais aujourd'hui, ils ne sortent plus, les métiers. Ben, on avait un mois hein, pour le garder, le métier. Fait que c'est attendu qu'il fallait assez se dépêcher pour arriver dans qu'est-ce que c'est qu'on avait pensé là, de faire. C'est certain que les chefs de fermière, ils ramassent tout, hein, on ne jette pas grand-chose. Soit que ça soit pour le manger ou pour l'habillement, les patrons, tout ça. Là. Nous autres, on a fait un habit pour le prêtre, ben, un habit sacerdotal là, pour les messes et tout, quand il a été reçu prêtre. Là. Okay. Moi, j'avais fait les manipules, là, et puis d'autres ont fait les étoiles, puis on avait tout fait ça, pour 2 prêtres. Ouais. Le cercle de fermière, c'est attendu, c'est des femmes, mais on a eu des hommes qui ont été aidés à leurs femmes à faire des catalogues. Moi, ça ne me dérange pas comment il y aurait des hommes s'ils travaillent. Je m'a souhaité longue vie au cercle. Je suis Cécile Dachary, je suis artiste plasticienne, je suis française, je vis en région parisienne. Je travaille le fil et le tissu dans mon travail artistique depuis 20 ans à peu près, mais j'ai toujours travaillé le fil et le tissu parce que précédemment j'étais designer textile. Et puis c'est un matériau familial avec lequel tout le monde a toujours travaillé dans ma famille, donc ça a été naturel de travailler le fil. Donc j'ai beaucoup travaillé surtout sur le thème du corps, essentiellement, pendant longtemps, en broderie, en crochet. Et puis, à l'occasion de ventes caritatives au profit d'une association qui construit des logements d'insertion, j'ai commencé à travailler sur le thème de la maison et sur la notion de l'habitation et d'habiter. Et voilà, et donc de fil en aiguille, des maisons se sont construites entre mes mains, mes doigts, et finalement une ville. Et je voulais donner un peu de poésie au thème de la ville, en fait, à la ville, hein, lui donner de la légèreté. Je voulais en donner une représentation aussi assez proche de la réalité. Une ville, c'est jamais très propre, très droit. Donc ma ville, elle est comme ça, elle est un peu de guingois. À chaque fois que je l'installe, elle n'est jamais tout à fait installée de la même façon. Elle s'agrandit aussi, à chaque fois que je l'installe, je fabrique d'autres nouvelles maisons. Voilà, donc là, ici, elle est là pour la Biennale du lin parce qu'elle est faite de fils de coton, mais aussi de fils de lin pour certaines maisons. I'm Christine Mauersberger. I'm an artist from Cleveland, Ohio, in the United States. I make small, diminutive work that I do with hand stitching, and I make large room-sized installations. When I make a room-sized installation, it's used with found objects. I enjoy using the ephemeral that's here and then it's gone. I chose for my work the theme of using plastic and its devastating effects on water. For this Biennale,
the theme was given to me as what goes unnoticed. And I thought a lot about that. It's not necessarily what's hidden. It might be hidden, but it is a constant menace to what's really important to us as human beings and to the environment. We use plastic every day for our convenience to package materials, and we discard plastic without an afterthought of what's going to happen to it once it's gone. When plastic reaches the water, it has devastating effects on marine life. There's 5 trillion pieces of plastic in the ocean right now, in the large garbage gyres that rotate in the Pacific Ocean. You cannot see that when you're flying over the ocean. You can't see the plastic until you're there in a boat and you scoop up the water and you see all the tiny little bits of plastic that are in the water. So what I did was to take linen, I dyed it blue, and I decided to sew it so that it looks like water, really beautiful water. And when you get up close, there you see the bits of plastic that are a menace to us all.